Papi Tamba, notre invité du matin, deuxième, vous êtes un des communicateurs de la majorité présidentielle, également cadre du PPRD. Membre du PPRD. Ah, et membre et cadre. Vous refusez d'être cadre. Je ne les refuse pas, je ne les suis pas. Exact. Vous êtes membre du PPRD. Alors, qu'est-ce qui se passe à Kampala? Que contient l'accord de Kampala que le gouvernement refuse de signer, puisque seulement il y a l'intitulé « Accord entre le gouvernement de la RDC et le M23 ». Écoutez, il n'y a aucune surprise. Il n'y a aucune surprise par rapport à ce qui se passe à Kampala. Le gouvernement de la République a une position qui n'a pas évolué, qui n'a pas changé au niveau du contenu. Parce que je pense que l'accord devait contenir 11 articles et ça fait un petit moment qu'on avait, je n'avais pas imposé cette vie, mais qu'on avait souhaité que les choses se voient de cette manière. Aujourd'hui, la donne a changé sur le terrain. Nous ne négocions plus avec un mouvement qui doit quitter Rutshuru, qui doit quitter Rumangabo. Exact. Nous négocions avec un mouvement à qui nous demandons de ne plus faire de guerre à répétition sur notre territoire, en nous adressant à leurs parrains. Alors, par rapport à cela, nous avons besoin d'une déclaration de ces gens. Vous savez, le gouvernement congolais n'a provoqué personne. Le gouvernement congolais n'a empiété sur les territoires des personnes. Aujourd'hui, le gouvernement congolais réussit à mettre hors d'état de nuire ceux qui ont empiété sur sa souveraineté. Aujourd'hui, leur bonne foi doit être engagée. Nous voulons savoir si avec ces gens, nous devons toujours être en état de guerre en sachant qu'ils vont encore revenir sous autre forme, ou ce sont des gens à qui nous pourrons faire confiance pour dire qu'on peut construire d'autres formes de relations. Voilà au moins la situation. Et il n'y a rien de compliqué. Vous savez, il faut prendre d'autres exemples, des exemples d'autres États aussi. L'Angola, à un certain moment, après 25 ans d'élite acharnée contre les MPLA, ce qui a même été sanctionné par la mort de Savimbi, ils ont fini cela par une déclaration de la reconnaissance des MPLA. Alors, approche méthodique, c'est quelle différence entre une déclaration et un accord? Le problème devient juste un langage. Non, ce n'est pas un problème de langage. C'est une différence fondamentale. Je l'ai dit tout à l'heure. Qu'aujourd'hui, on ne demande pas une déclaration du gouvernement congolais. Nous demandons une déclaration des mouvements rebelles du M23. Donc, ça voudrait dire que ces gens doivent, devant la facilitation, devant le monde entier, reconnaître qu'ils ont fauté, reconnaître qu'ils ont tué innocemment des gens sur notre territoire et reconnaître qu'ils mettaient un terme à ces gens d'aventures criminels. C'est ce que nous attendons d'eux. C'est qu'ils ne le feront peut-être pas. Bon, maintenant, le problème qui est là, c'est quoi? C'est que le gouvernement congolais n'attend pas de ces gens-là, n'attend pas, que je voulais dire, le gouvernement congolais ne va pas gérer les choses selon l'état d'esprit de ces gens. Le gouvernement congolais, dans un sens ou dans un autre, se prépare parce que le but final de tout cela, c'est que nous puissions avoir une paix dans la durée sur notre territoire. Donc maintenant, nous voulons savoir, avons-nous affaire avec des gens qui, une fois la guerre finie, ils vont se dire que nous constatons peut-être que nous avons perdu et que nous arrêtons ces projets criminels pour nouer d'autres formes de rapports, ou avons-nous affaire avec des gens qui commencent à menacer même l'existence encore des mouvements du 11 novembre? Soyons clairs, Papi Tamba, je pose des questions comme les poserait à quelqu'un à la cité. Ok. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Oui, vous ne voulez pas d'un accord avec l'M23. D'accord. Ok, ils arrêtent la guerre. Par la suite, ils sont congolais, ils deviennent qui? Ils deviennent quoi? La suite. Que les réserve le gouvernement? C'est là maintenant que nous devons maintenant voir les contenus. Les contenus à essayer de résoudre ces genres de problèmes. Vous savez, nous, gouvernement congolais, c'est-à-dire la partie congolaise, nous ne voulons plus des erreurs à répétition parce qu'on a affaire avec des gens qui nous ont montré pas une fois, 2 ou 3 fois, que ce ne sont pas des gens dignes de confiance. Donc là, vous insinuez, c'était le M23, hier CNDP, hier RCD. C'est ce que vous dites. Et nous ne voulons plus demain que nous puissions encore avoir un autre mouvement avec qui nous pourrions négocier. Donc ce qui voudrait dire que les mécanismes sont bien étudiés et bien élaborés de manière à ce que ces Congolais, je dis bien ces Congolais qui malheureusement qui ne sont pas frappés par d'autres mesures, c'est-à-dire les mesures... nous refusons l'immunité, par exemple, aux professionnels de la rébellion, comme les chefs d'État les appellent aux multirécidivistes. Ceux qui ne sont pas frappés par ces mesures, il y a bien entendu des mesures d'encadrement. Ce ne sont pas des gens qu'on va lancer dans la nature. Les MPLA, il y a bien un certain nombre d'éléments qui ont été récupérés par l'Angola et qui aujourd'hui
se sont intégrés du côté de la République. Il faut se rappeler qu'on a affaire aujourd'hui avec un grand parti politique en RDC qui a commencé par être une branche armée. C'est les MLC. Les MLC, depuis 2003, à ma connaissance, jusqu'à ces jours, les MLC n'ont plus repris l'esprit de revêtir les armes en dehors des événements malheureux du 23 mars où c'était juste une gestation de quelques éléments. Exactement. Mais les MLC n'a plus une idéologie pour dire que si nous sommes battus aux élections, si nous ne sommes pas d'accord avec Joseph Kabila, nous ne sommes pas d'accord avec le régime actuel, nous allons retourner à l'Équateur et prendre des armes. C'est cet esprit-là que nous voulons créer et que nous voulons au moins que nos amis aussi ou bien que nos ennemis actuellement puissent comprendre qu'ils peuvent passer des champs de nos ennemis pour devenir nos amis. Autre question, on est d'accord, même avec la vision de la communauté internationale, pas d'intégration en masse pour les gens du M23, ça sera fait au cas par cas, comme l'a dit François Mwamba. Alors, ça veut dire quoi au cas par cas? Un membre du M23 passe devant la barre, on dit j'en ai un, c'est comment? On cherche à savoir. Non, lorsqu'on parle au cas par cas, ça veut dire qu'il faut construire ou constituer tout un pedigree pour chaque candidat du M23. Donc, il y a des candidats du M23. Que vous connaissez du côté du gouvernement congolais, s'il vous plaît. Attendez, que vous connaissez ou que le M23 va présenter. Vous savez, nous avons un service de renseignement qui travaille dans ces pays. Ça, d'accord. Que ce soit sur les plans militaires ou sur les plans civils. Vous n'allez pas nous dire que vous connaissez tous les membres du M23. Je suis en train de vous dire que c'est un peu le travail qui relève de la compétence des services de renseignement. Exact. Et je peux vous le dire qu'aujourd'hui, nous avons des fichiers, nous avons des fiches constituées où on a les pédigrés de toutes ces personnes. Et maintenant, l'intégration doit tenir compte de leurs pédigrés. Donc, lorsque nous disons que nous devons les intégrer au cas par cas, il faut savoir toujours, par rapport à chaque personne, par rapport à sa personnalité, par rapport aux éléments de sa personnalité, quel est le meilleur endroit qui conviendrait pour lui et quel est le statut qu'on pourrait lui accorder. Les meilleurs endroits... Ce n'est pas une situation où on va dire que voilà, on va intégrer une masse de 200 personnes qu'on ne connaît pas. Ces 200 personnes-là, on ne connaît pas leurs agendas, on n'a pas leur pedigree, et pour dire que voilà, on va les foutre dans tel coin pour qu'ils fassent ceci, qu'ils fassent cela. C'est tout un travail, c'est ça tout le sens de Kampala. C'est là que les Congolais devraient comprendre que ce n'est pas par hasard que ces actions ont été initiées, c'est pour que nous puissions trouver des solutions dans la durée. Vous savez, M. Mathieu, les deux Corées, à un certain moment dans l'histoire de leur vie, ces deux Corées étaient en guerre. Aujourd'hui, ça fait 50 ans qu'ils sont plus en guerre, mais ils sont toujours en état de guerre. Exact. Malgré qu'ils ne sont pas en guerre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore d'accord final qui avait sanctionné la fin de la guerre entre les deux Corées. Vous préparez psychologiquement les Congolais à vivre ça, qu'il n'y aura pas la guerre, mais on peut être toujours en état d'alerte. Nous ne préparons pas les Congolais psychologiquement à vivre ça. Et puis la différence, là, c'est entre des États. Permettez-moi de répondre à votre question, c'est très important. Nous expliquons aux Congolais l'importance de Kampala après une victoire militaire. Voilà toute la nuance et la différence se trouve à ce niveau-là. Ok, d'accord. Intégration au cas par cas, les FARDC n'ont pas capturé beaucoup d'éléments de M23. Ils sont soit à Kampala, d'autres déclarés au Rwanda par les CICR, quelques victimes soignées là-bas. Ça va se passer comment? On parle avec le gouvernement ougandais, le gouvernement rwandais pour leur extradition. Ça va se passer comment? Non, il ne faut pas aussi... ne parlons pas d'extradition. Une extradition, c'est une mesure de justice voilà. Lorsque les personnes sont recherchées, par exemple, dans un État. Maintenant, il y a des gens qui sont recherchés. Mais non, vous parlez du mouvement général. Là, ce sont des gens qui sont frappés par des mesures exceptionnelles. Maintenant, il ne faut pas enlever les caractères volontaires, il ne faut pas enlever la liberté de chaque individu. Aujourd'hui, ces gens, s'ils estiment, et je pense que ce serait mieux pour l'État congolais, qu'ils peuvent vivre ailleurs comme réfugiés politiques et qu'ils soient acceptés là-bas. Je pense que la donne change, les problèmes ne plus posés. Personne n'a compétence ou qualité à leur empêcher un tel droit. Nous ne sommes pas là en train de chercher des solutions qui doivent être en violation de la loi. La loi doit garantir la liberté à tout un chacun du pays de sa résidence et même aussi doit aussi reconnaître certains accords internationaux, notamment par exemple en matière ne serait-ce que du statut de réfugiés. Nous devons les reconnaître aussi. Donc notre problème, c'est par rapport à ceux-là qui expriment le désir de retourner au pays. Nous devons prendre des mesures seulement pour que la paix et elle seule soient préservées. C'est tout. Nous ne voudrons plus de situations de guerre à répétition. Je pense que la population qui est à Rutshuru, qui nous suit maintenant, celle qui est à Bunagana, qui nous suit, et dans tous ces coins libérés,
En ce moment-ci, ils attendent une solidarité d'abord de la part de leur gouvernement. La solidarité qu'ils attendaient de leur gouvernement, c'est de savoir que si le gouvernement et la République acceptent un seul élément de M23 sur son territoire, c'est que cet élément se range du côté de la paix et non du côté de la guerre. Sinon, ces gens-là ne seront pas en sécurité. Et ça, c'est un travail. Ce travail, le gouvernement accepte de le faire. Le chef de l'État a donné l'impulsion et des gens, pendant que nous, peut-être, nous dormons encore 7 heures par jour, il y a depuis 9 mois des gens dans ces pays qui dorment que 4-5 heures par jour. Ah, c'est leur travail. Parce que c'est leur travail. Je suis en train de vous le dire. Et ils doivent travailler. Que c'est un travail. Personne ne dit le contraire. Exact. Ce n'est pas parce que vous travaillez que vous devez dormir 4-5 heures par jour. C'est un travail quelque part imposé avec un autre rythme. Ah, il y a les primes et les salaires, il y a M. Papi. Là, il ne faut pas. Si on les mettait de côté, on vous mettait M. Papi, il travaillerait comme. M. Mathieu, je refuse de voir les choses à l'image du chef coutumier africain. Là, non, là, vous allez très loin jusqu'à vanter les gens. Je n'ai pas vanté. C'est du propagandisme. Je n'ai pas vanté. Je vous ai dit qu'il y a des gens dans ces pays actuellement, pour les besoins de la paix, selon l'impulsion donnée par le chef de l'État, qui se couchent 4 à 5 heures par jour depuis plusieurs mois. Moi, je pense que les dire, ce n'est vanter personne et c'est aussi n'insulter personne. C'est comme les secrétaires d'État américains qui passent des nuits entre des moteurs d'avion pour résoudre des conflits ci et là. C'est très normal, c'est son travail, il a accepté. Pourquoi voudriez-vous ne pas reconnaître les travail fait pour maintenant ne parler qu'en ces termes? Moi, c'est ce que je ne comprends pas, M. Mathieu. Moi, je pense que dans la vie, vous savez, je refuse cette manière de voir les choses comme un chef coutumier. Les chefs coutumiers, généralement, les biens ne doivent pas être applaudis, mais le mal doit être sanctionné. Moi, personnellement, je refuse de voir la société de cette manière. Ah, ok, d'accord. Alors, je vous pose une question, une autre, mais toujours dans le même contexte. Que contient cet accord ou ces communiqués final? Comment on appelle ça encore? Que contient cet accord, soi-disant accord de Kampala? Non, la première chose, c'est d'abord... Si ce n'est pas un secret encore. Attendez, ce n'est pas un secret, puisque même la presse en a parlé. Pourquoi ça va être un précis? Et ça va plutôt être un secret. D'abord, c'est d'abord constater la fin de la guerre. Et il y a des engagements de part et d'autre. Il y a des engagements. Le gouvernement congolais a aussi un engagement. L'engagement, c'est maintenant l'intégration de certains éléments qui ne soient pas frappés par la mesure d'amnistie. De l'autre côté, ils ont aussi pris des engagements. Il n'y a rien dans cet accord-là de nouveau. Je vous dis que c'est quelque chose qui, depuis longtemps, a été négocié, a été souhaité par le gouvernement de la République. Aujourd'hui, nous avons seulement affaire avec des gens où nous voulons que leur bonne foi soit engagée en plein jour. Parce que, M. Mathieu, comme j'aime souvent le répéter, on a beau pérorer dans tous les sens. On peut crier sur tous les toits et on peut même commencer à sauter, prendre de l'acide ou retourner par terre comme une trouille. Dans tous les sens, il y a une réalité qui restera toujours vraie. C'est qu'il n'y a aucun militaire congolais au Rwanda. Aucun. Cette réalité, M. Mathieu, rien et aucune magie du monde ne saurait l'altérer ou l'effacer. Il n'y a aucun militaire congolais au Rwanda déstabilisant ce pays ou tuant les Rwandais, c'est-à-dire au Rwanda. En revanche, il y a des militaires rwandais nés au Rwanda, grandis au Rwanda, formés au Rwanda, équipés au Rwanda, ayant obtenu des moyens au Rwanda, et qui traversent régulièrement nos frontières pour tuer des Congolais et chercher à déstabiliser le régime de Kinshasa. Donc, cette donne suffit pour que tout Congolais, la communauté internationale ou même les Rwandais eux-mêmes soient interpellés dans leur bonne conscience pour savoir que nous avons d'une part des victimes qui s'appellent des Congolais, des bourreaux qui s'appellent des Rwandais et des Ougandais. Alors, si nous devons maintenant être des hommes justes, les traitements accordés aux victimes, c'est la protection. Et aux bourreaux, c'est la sanction. À vous attendre parler, sans chercher à spéculer, je vois que outre l'accord ou les communiqués qui vont être signés entre le gouvernement et le M23, au-delà de tout ça, on doit parler avec le Rwanda ou l'Ouganda. C'est juste une spéculation. Non. En avez-vous aussi... vous savez, j'aime souvent aussi les répéter, n'est pas dialoguer en politique et criminel. Il est toujours important, lorsque surtout on a affaire avec des voisins qui vous créent des problèmes à répétition, de maintenir avec eux des cadres de dialogue. Ça, c'est toujours important et c'est une décision responsable. Maintenant, c'est clair que lorsque nous sommes à la rue, bon, certaines personnes, peut-être, j'aime souvent les répéter,
que la politique, c'est aussi une profession. C'est aussi un métier. Un métier. C'est-à-dire, si on ne sait pas faire la politique, on peut s'y apprendre. Parce que nous entendons certains langages où il faut forcément les bras de fer. Mais je veux vous dire que même au fait de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, ils ont maintenu leurs ambassades respectives. Le Pakistan et l'Inde, même lorsqu'ils ont parlé des problèmes terroristes et des deux côtés, ils ont gardé leurs ambassades. Parce que dans la politique, il faut toujours garder un cadre de dialogue qui puisse permettre de faciliter la paix lorsqu'on a un état de belligérance. Exact. Deux autres questions, Papi Tamba, avec le temps qui nous reste. Kampala, qui pose des conditions, Kampala qui a annoncé détenant plus de 1500, 1600 éléments du M23, et pour leur rapatriement, pour les ramener à la RDC, Kampala a posé des conditions. Savoir les conditions réservées à ces militaires accueillis au sol ougandais. D'abord, vous savez, les chiffres ont été contestés par la bouche autorisée de la République dans ces points, le gouvernement Julien Paluku. Donc, ce qui voudrait déjà dire que là, il y a déjà une divergence des fonds au niveau déjà des chiffres. Connaissait-il les nombres constituant la troupe M23? Vous savez, je ne connais pas comment fonctionnent ces services de renseignement, mais je vous dis tout simplement que ces chiffres ont été contestés par une bouche autorisée de la République. C'est l'Ouganda qui cherche à déverser encore des militaires. Ce n'est pas l'humble et servable Papi Tamba sur votre plateau qui les conteste pour que cela ne puisse pas avoir de valeur. C'est lui qui les conteste et les patrons ou représentants du chef de l'État dans ces coins. Donc, vous savez déjà dit qu'il y a déjà un véritable problème. Mais qu'à cela ne tienne, même s'il n'y a pas ces problèmes-là, il faut savoir que l'intégration de ces gens ne se feront pas par la volonté des Ougandais. Ça se fera par la mise en place d'une certaine politique du gouvernement congolais qui sera pilotée aussi en partie par les gouverneurs qui contestent ces chiffres. Donc, ce qui voudra tout simplement dire que nous rentrons dans ce que nous avons toujours appelé des mesures de souveraineté. C'est-à-dire l'État congolais est souverain et l'État congolais, sur son territoire, organise les choses en tenant compte de sa propre souveraineté. Donc, l'Ouganda n'a pas à se mixer à ça. Et je vais seulement dire à l'Ouganda ou même au Rwandais qu'ils sachent que c'est la fin d'une époque. Alors, autre question, c'est silence du Rwanda, que tout le monde criait ici, parrain du M23, défaite du M23 sur terrain, silence du côté du Rwanda. En RDC, comment? Non, le Rwanda s'est exprimé mais en sa manière. C'est-à-dire quoi? Le Rwanda a commencé par menacer, donc c'était une forme pour eux de s'exprimer. Les Rwandais jouent à la provocation, jusqu'à envoyer leurs éléments à côté de la frontière pour faire des effets d'annonce, c'est la provocation. Au niveau de l'ONU, les Rwandais ont plus d'une fois quitté la salle. Et encore ce matin, j'ai lu, c'est Jeune Afrique, l'adjoint à leur ambassadeur à l'ONU, le fameux Olivier Ondoro, et je n'arrive jamais à bien le prononcer, qui parle encore de nos FARDC et la MONUSCO qui n'auraient aucune excuse pour traquer les FDLR. Donc, ils s'invitent encore sur les histoires sur notre territoire. Là, c'est une manière de s'exprimer, mais made in Rwanda. Le Rwanda est dans sa spécialité. Se trouvant vaincu sur un terrain, le Rwanda veut encore chercher des prétextes à répétition. Mais il se retrouve en droit de rechercher l'ennemi qui menace sa paix. Sauf que personne n'en disconvient, nous ne disons pas le contraire, mais nous ne disons pas que vous allez chercher votre ennemi dans la tête de quelqu'un. Vous savez, je vais vous dire une chose, vous pouvez prendre des cheveux de tous les Congolais, vous ne trouverez jamais un FDLR dans les cheveux des Congolais. Nous ne les aimons pas. Vous savez, il faut quand même que les gens le sachent ici, que pour nous les Congolais, que ce soit les Hutus, que ce soit les Tutsis, Rwandais bien entendu, personne n'est en odeur de sainteté par rapport à ce qui se passe chez nous. Les Tutsis ont commis des services sur notre population au même titre que les Hutus. Donc ce qui voudrait dire que nos rapports ne sera jamais un rapport ethnique avec les Rwandais. Ça sera toujours un rapport d'État à État. Nous ne traiterons pas avec une ethnie contre une ethnie. Si aujourd'hui, au niveau du Rwanda, ils ont des problèmes personnels, où ils n'arrivent pas à créer une cohésion nationale à leur niveau, qu'ils sachent que Joseph Kabila a initié la cohésion nationale et les Congolais ont répondu oui. Donc ça, c'est maintenant ce qui nous préoccupe. Maintenant, nous ne sommes pas comptables du comportement des gens qui, en moins de 50 ans, ont vécu des génocides sur leur territoire. Pas comme les génocides que nous vivons sur notre territoire, que cela vient d'un pays étranger. Non. Là, c'est maintenant deux peuples du même pays qui s'entretuent entre eux, alors qu'ils gardent leurs problèmes chez eux. Les Congolais, Louba, Ngala, ainsi de suite, n'ont aucun problème entre eux au point d'arriver à s'entretuer. Donc, que les choses soient claires de ce côté-là, ni les Hutus, nous les Tutsis, ne sont en odeur de sainteté par rapport à ce qui se passe chez nous,
ici en RDC. Donc, par rapport à cela, que les choses soient aussi claires, qu'il n'y a aucun FDLR dans la tête des Congolais pour qu'on vienne les chercher dans nos têtes. Ça, c'est clair. Papi Tamba, membre du PPRD, un des communicateurs de l'AMP. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vous aussi, M. Mathieu. Il est dans quelques secondes, il fera 10h à Kinshasa, 11h à Rutshuru. Coucou à tous les amis qui nous suivent.